J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos et pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Majeran. Bonjour Maud. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez à Rome. Oui, j'ai envie de dire, et nous en parlions il y a un instant, on part à la maison finalement. Rome, c'est cette capitale certes italienne, mais c'est la capitale de notre culture, de notre identité, de notre civilisation. Et je crois qu'en tant que Français, quand nous allons à Rome, eh bien, on se sent vraiment chez soi. Il y a cette atmosphère particulière et c'est pourquoi on prend toujours plaisir à y retourner peut-être maintes et maintes fois. On peut y aller des dizaines de fois, je crois, et toujours aimer autant cette sensation en arrivant à Rome d'être bien. Voilà, on est bien à Rome parce qu'il y a cette harmonie. Je crois qu'on partagera tous le même constat. Oui. Vous n'avez pas une tour Montparnasse, vous n'avez pas un quartier de la Défense, vous n'avez pas... voilà, il y a une harmonie en réalité dans la construction. Et puis Rome, c'est très très grand, c'est beaucoup plus grand que Paris. Il y a énormément de verdure, de parcs, de jardins, les villes, comme on dit, c'est-à-dire ces habitations, la Villa Borghese, ces magnifiques palais finalement Renaissance, mais au milieu d'hectares et d'hectares de pinèdes la plupart du temps. Et donc on se sent pas étouffé, voilà, on se sent bien. On est bien à Rome. Et donc on propose chez Odeia d'y retourner régulièrement. Il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs façons d'aborder Rome. On peut y aller en pèlerinage, on peut y aller par soi-même, on peut y aller avec justement un conférencier d'art qui va vous faire découvrir les Rome par d'autres biais. Et je voulais ce matin présenter un voyage que nous proposons au mois de février prochain avec Virginie Foutel et sur les pas du Bernin, de Borromini et de Caravage. Alors ça peut être... Pour ceux qui ne connaissent pas encore Rome, c'est un voyage aussi qui peut être destiné à ceux qui connaissent déjà Rome. Et en tout cas, c'est vraiment une manière de voir Rome comme on ne l'a jamais vu. Ça, vous dites que vous allez sortir des sentiers battus. Oui, c'est ça, c'est ressortir des sentiers battus. C'est un parcours vraiment inédit et exclusif avec cette spécialiste, cette amoureuse de Rome et cette amoureuse aussi du baroque, parce que c'est vrai que le thème de ce voyage, à la suite du Bernin, de Borromini, de Caravage, c'est d'aller découvrir toute cette architecture, ces églises, ces palais qui ont été construits par ces grands noms italiens. Et donc, c'est un parcours qui se fait assez rapidement, puisqu'on part, on part 5 jours, 4 nuits. Si on décrit un petit peu ce que nous voyons, ce que vous verrez, chers amis, on commence quand même par le Capitole, qui est la colline sacrée de Rome. On est obligé d'aller là pour comprendre en réalité, déjà cette colline qui a fait l'interface entre la Rome antique, le Forum romain qui est à l'est du Capitole, et puis la Rome d'aujourd'hui, le centre baroque qui fait partie du centre-ville actuel de Rome. Et donc on est à la jonction là au Capitole. Ce qui est intéressant aussi, sur cette colline du Capitole, si vous connaissez, vous avez la mairie de Rome, qui est tournée donc vers l'ouest et qui est aujourd'hui précédée d'une place extraordinaire dessinée par Michel-Ange lui-même. Et justement, on fait la transition entre le monde antique et le monde de la Renaissance qui précède le monde baroque. C'est tout à fait passionnant de commencer, je crois, par cette colline du Capitole. On voit le Forum, on voit la Rome baroque. On passe on se lance dans le voyage. On redescend ces escaliers du Capitole qui sont en haut protégés par les figures de Castor et Pollux. Ça, c'est tout le génie de Rome actuel. Et puis, grâce au pape, d'avoir finalement conservé toutes ces statuaires antiques qu'on a retrouvées au cours de l'histoire et qui ont été remises à l'honneur, même dans les organisations urbanistiques depuis la Renaissance. Castor et Pollux, qui protègent la descente vers la Rome baroque. On atteint la place de Venise, le palais de Venise, et puis on se lance, effectivement, dans le Gesù, vers le Gesù, cette église, la première église baroque construite à Rome par
par Giacomo della Porta, en tout cas pour la fameuse façade. Et c'est à l'instigation de saint Ignace de Loyola que cette église fut construite. Donc évidemment, le thème, enfin en tout cas l'histoire du Concile de Trente va être abordée. C'est le Concile de Trente qui a véritablement lancé la contre-réforme ou la réforme catholique. Et l'esprit baroque, la construction baroque, l'architecture baroque, va suivre, si vous voulez, les préconisations du Concile de Trente pour garder finalement les fidèles dans le giron de l'Église. Qu'est-ce qui fait la singularité de Rome pour vous, au-delà de l'architecture peut-être ? Alors moi, j'aime Rome, je ne sais pas comment vous dire, j'ai vécu un petit peu à Rome, j'y suis allée au moins 70 fois, je crois. J'ai cette grâce inouïe d'avoir fait des séjours multiples et nombreux. Et c'est cette ambiance en réalité, parce que en fait, nous Français, nous catholiques, nous sommes romains justement, nous sommes des catholiques romains. Et on est vraiment chez soi, on est vraiment pris dans cette ambiance et on sent vraiment le poids de cette histoire qui n'est pas pesant d'ailleurs, mais qui est nôtre et qu'on est là au milieu de tout ça et on se l'approprie finalement. Et donc c'est ça qui est formidable. Il y a cette continuité. Moi, c'est ce que j'apprécie aussi particulièrement à Rome, c'est de voir cette continuité. Il n'y a pas eu de rupture, on n'est pas dans le Paris révolutionnaire où on a tracé des artères avec Haussmann en déblayant, cassant absolument le Paris ancien et médiéval. Là, non, il n'y a jamais eu de telle chose, à part peut-être sous Mussolini pour créer 2 axes et 2 perspectives, et il a peut-être bien fait d'ailleurs, vers le Colisée et puis vers la façade de Saint-Pierre de Rome. Mais voilà, il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de tension, il y en a eu, mais pas au niveau urbanistique peut-être, et c'est ce qui en fait tout le charme et toute la beauté. Ouais. Quand on pense à Rome, on pense forcément aux cartes postales, à ces monuments historiques qu'il faut absolument voir, et là vous proposez donc en effet ce qu'on disait tout à l'heure, de sortir des sentiers battus. Alors là vous allez organiser un itinéraire particulier. Quand on va à Rome, est-ce qu'il faut s'y perdre ? Ah oui, il faut s'y perdre, il faut avoir du temps, et c'est vrai que lors de ces voyages on propose du temps libre, et puis de se perdre, de déambuler, de se promener. Après, le centre historique, je vous disais que la commune en tant que telle était très élargie, très, 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 très grande, beaucoup plus que Paris, mais le centre historique est tout petit. Et donc, en fait, Rome, c'est comme une main, si vous voulez, vous avez la paume qui correspond au centre historique, et puis après, vous avez les doigts qui correspondent au quartier moderne. Et c'est la campagne. D'accord. Donc, si vous voulez, du centre historique de Rome, vous prenez un vélo, Maud, et puis en 10 minutes, vous êtes au milieu des champs de blé, vous voyez. Ça, c'est Rome, voilà. C'est Rome, et c'est assez extraordinaire. Mais voilà, il faut se perdre, il faut aller voir ce qu'on ne voit pas habituellement. Et lors de ce programme, on propose justement, par exemple, de visiter la Trinité des Monts, l'intérieur de la Trinité des Monts, ce couvent qui est terre française, qui renferme des chefs-d'œuvre vraiment de la peinture, et qu'on a du mal à voir parce qu'il faut prendre des rendez-vous pour des visites guidées. C'est 2 fois par semaine, le matin, tel jour et pas tel autre. Donc voilà, on va proposer cela. On va proposer également la visite du palais du Quirinal, qui est l'un des bâtiments les plus prestigieux de la capitale italienne. Et donc, on n'a pas l'habitude non plus de visiter ce palais présidentiel. C'est pas accessible à tous. Le palais Barberini aussi, conçu par le pape Urbain VIII. On verra aussi le palais Colonna, qui est ouvert à nouveau à la visite depuis très, très, très peu de temps. C'est un palais extraordinaire de la famille Colonna. Les Colonna qui ont eu ce rôle majeur justement lors de la bataille de Lépante, qui habitent encore à l'intérieur de ce palais, qui est en plein cœur de Rome, au pied du Quirinal d'ailleurs. C'est intéressant, avec des jardins extraordinaire et qui a été magnifiquement restauré. Donc ça c'est pareil, c'est tel matin et pas tel autre. Il faut montrer patte blanche. Et donc à l'occasion de ce voyage à Rome, justement, les voyageurs auront la grâce, la chance de pouvoir visiter cela, ce qui n'est pas habituel, ce qui n'est pas facile, si vous voulez, d'accès. C'est un petit peu le thème de ce voyage. Et puis après, effectivement, on se perd, on prend le temps, mais on est néanmoins heureux de retourner place d'Espagne, puisqu'on est obligé de retourner place d'Espagne quand nous sommes à la Trinité des Monts.
On est heureux depuis évidemment le Palais Colonna de se rendre à côté, c'est-à-dire à la Fontaine de Trévis. Ce sera le mois de février, on est en dehors de la très haute saison touristique. Justement, j'allais vous demander quelle était la meilleure saison. Je ne sais pas quelle est la meilleure saison. Peut-être le mois d'août d'ailleurs, parce que le mois d'août, alors il n'y a pas de Romains et il n'y a pas de touristes. Donc il n'y a personne. Il n'y a pas de groupe en fait. Donc là, c'est assez idéal, mais il fait chaud. Voilà. Bon, après, le mois de février, l'intérêt du mois de février, c'est que souvent, on a des très belles journées ensoleillées. Et on est très, très, très bien au soleil en journée. Le soir, il peut faire un petit peu frisqué, mais c'est toute une ambiance. Et puis surtout, vous avez des restaurants extraordinaires à Rome. Il y a encore une cuisine romaine typique. Et la grande qualité de nos amis italiens, c'est de conserver tout un art de vivre et tout un art culinaire propre, familial, où on cuisine encore. Et moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en Italie, on a peu de chances de tomber sur un mauvais restaurant. Ça peut arriver. Alors qu'en France, on a peu de chances de tomber sur un bon restaurant, mais ça peut arriver aussi. Et je crois qu'en Italie, on cuisine vraiment. Et d'ailleurs, vous voyez dans les cartes des restaurants, ce qui n'est pas fait maison est indiqué. En France, on justifie ce qui est fait maison. C'est quand même le monde à l'envers. Et donc, vous voyez, ces Italiens, ils ont ce bon sens, ce bon sens romain, qui est romain, qui est italien. Et donc, c'est une cuisine qui est très savoureuse. Et c'est vrai que depuis plus de 20 ans que je me rends à Rome régulièrement, j'ai découvert des petits restaurants qui ne sont pas des petits restaurants d'ailleurs, qui sont des bons restaurants où vous avez les patrons qui sont toujours là depuis plus de 20 ans, les serveurs qui sont toujours les mêmes et depuis plus de 20 ans aussi. Il y a une stabilité sociale, vous voyez, c'est intéressant d'ailleurs de ce point de vue-là aussi. Et et vous avez un restaurant là, extraordinaire dans une petite rue derrière la place Navone où on vous sert des dizaines d'antipasti sur la table avec à la fois des froids et puis chauds. C'est bien sûr du jambon cru, des salamis, des polpettes, c'est-à-dire des spécialités de viande chaude à l'italienne. Il y a plein de légumes, des olives, etc. C'est beau déjà et puis en plus c'est très bon. Est-ce que le vin italien est bon ? Le vin italien est excellent. Alors, si on aime le vin rouge, c'est vrai que parfois il peut titrer un peu fort parce qu'il y a beaucoup de soleil. Le vin blanc est bien. Les petits vins blancs, à Rome, on est à côté du Frascati, c'est excellent, ça fait pas mal à la tête. Moi qui suis très sensible, je vous livre plein de choses. Au vin blanc où il y a un peu trop de sulfite, ça me rend malade. En Italie, pas de problème, comme la météo. C'est le soleil, c'est bien sec, on n'a pas besoin de sulfater les vignes plus que de raison et du coup c'est beaucoup plus agréable finalement. Comment on circule à Rome ? Alors à Rome, on marche beaucoup parce que le centre historique, on en parlait, le centre baroque, c'est un lacis de ruelles où on se perd, on le disait. Il y a très peu, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de métro là dans le centre de Rome. Il y a 2 lignes de métro à Rome. Il y a une 3e ligne en cours de construction, mais qui prend un temps fou parce que en fait, dès qu'on fait un trou, vous vous doutez bien, Maud, on tombe sur des restes archéologiques majeurs, et donc ça prend un temps fou d'opérer toutes ces fouilles, bien sûr. Dans le centre historique, on est obligé de marcher, mais je vous le disais, c'était tout petit. Puis après, on prend les transports, les bus, les services de bus fonctionnent très très bien. Il faut être très mobile, on peut prendre des taxis aussi. Ça va très vite en fait. Désormais, alors c'est vrai qu'ils ont des petits retards quand même dans le développement de leur ligne de transport en commun. Notamment, vous voyez, c'est vrai qu'à Paris, nous sommes habitués à voir l'arrivée du prochain bus, tout est bien marqué, bien indiqué, etc. En Italie, pas du tout. Ah d'accord. Ou de manière très aléatoire et très rare. Mais maintenant, nous avons des applis, et donc avec les applis, on sait exactement quand le bus va arriver, s'il faut prendre le suivant, celui d'à côté, la ligne, etc. Donc en fait, c'est très simplifié, c'est très facile. On monte, on descend, tac, 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 ça va très vite. D'accord. Très bien. Un mot très rapidement, parce qu'il nous reste un petit peu moins d'1 minute, sur un voyage qui est en cours sur les pas d'Élie de Saint-Marc. Mais oui, vous êtes tout à fait informée, Maud. Effectivement, en ce moment, au Vietnam, on a un très joli programme qui se déroule avec une 20aine de personnes, accompagnées par Frédéric Ponce, sur les pas d'Élie de Saint-Marc, dans le nord Vietnam. On est vraiment resté autour d'Hanoï. Le groupe rentrera là, il est parti le 3 décembre, il rentrera le 19. C'est un voyage assez long qui a permis de découvrir toute la partie nord du Vietnam, sur le pas d'Élie de Saint-Marc, la RC4, Talung. Ils sont allés vraiment à la frontière chinoise en réalité. Et puis surtout, ils sont passés à Dien Bien Phu. Ils ont pu déposer une gerbe
de fleurs en l'honneur de tous ceux qui sont tombés dans cette fameuse cuvette il y a bientôt 60 ans, 70 ans, attendez, je ne sais plus compter, bref, l'année prochaine, il y a un anniversaire. Et donc, un très très beau voyage au Vietnam actuellement. Très bien, merci beaucoup Sophie Mageran. Je rappelle que vous êtes conférencière et directrice de l'agence de voyage Odeya. À très bientôt. Merci Maud.